Laure, bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laure Wagner. Je suis dans les mobilités depuis 2007, mais en tout cas de 2009 à 2019 chez Blablacar en tant que responsable communication. Et j'ai lancé l'année dernière 1 kilomètre à pied, qui est une plateforme de data analyse des trajets domicile-travail. Et je suis aussi contributrice pour le Shift Project et notamment co-auteur de la fresque de la mobilité que je vous recommande, qui vient de sortir. Mais en guise de conclusion, je vais, pour remettre en perspective tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous parler du climat. Parce qu'on sait tous que ça chauffe, mais on n'a pas forcément les chiffres en tête et ça fait du bien de les avoir en tête justement. Donc très rapidement, vous le voyez, il y a 14 000 ans, on était dans un âge de glace et le climat s'est réchauffé de 5 degrés depuis pour qu'on arrive aujourd'hui à une température la température actuelle, un climat tempéré en tout cas en Europe. En 2021, on est déjà à plus 1,1 degré de réchauffement climatique par rapport à 1850 à cause des émissions de CO2 humaines. Et on se dirige vers un réchauffement de 7 degrés d'ici la fin du siècle, d'après le CNRS. Donc une augmentation de 6 degrés en 80 ans, ce qui est énorme et beaucoup trop rapide pour la faune et la flore. Donc 5 degrés en 14 000 ans versus 6 degrés en 80 ans. C'est pour ça qu'on parle d'urgence climatique et ça pourrait nous mener vers un territoire complètement différent, vivre des désertifications, pénurie d'eau douce, insécurité alimentaire, migration, etc. Si vous pensez que c'est qu'à l'étranger, c'est aussi en France. D'ici 2040, si on passe la barre des 2 degrés, qu'on ne stabilise pas avant, on pourrait avoir des canicules de 55 degrés et des vagues de chaleur qui durent 1 mois et demi chez nous. Donc vraiment, c'est un monde dont on ne veut pas et c'est la raison pour laquelle il faut absolument réduire nos émissions de CO2 drastiquement avant 2030 pour stabiliser à 1,5 degré. Malheureusement, les émissions du Covid, le Covid a permis de réduire nos émissions, mais en fait, c'est déjà terminé. On est revenu au niveau d'avant-crise alors qu'il aurait fallu continuer sur cette tendance-là d'année en année. Alors, puisqu'il faut réduire drastiquement, faisons un petit peu de maths, regardons où elles sont ces émissions. Et il se trouve qu'on a choisi le bon secteur, nous tous ici, puisque nous sommes au bon endroit. Le secteur des transports, les petits carrés bleus ici, sont les plus gros secteurs émetteurs en France. Et quand on creuse ces émissions de CO2 liées au transport, on se rend compte que c'est la voiture particulière qui émet le plus, ensuite les poids lourds, les véhicules utilitaires, les vols intérieurs et autres. La voiture particulière, le trajet qui structure tous les autres et qu'on fait le plus souvent, c'est le trajet domicile-travail. Et je vous présente l'équation des trajets domicile-travail. La distance moyenne est de 14,7 km à l'aller. C'est bien un aller. Ceci explique cela. Le mode préféré des Français, 75% des actifs français font toujours leur trajet domicile-travail en voiture, voire même un peu plus depuis le Covid, puisque certains qui étaient en TC sont repassés en voiture. Et la fréquence est traditionnellement de 5 jours par semaine. Et là, vous allez vous dire, mais cette équation, elle a changé récemment. Maintenant, depuis le Covid, on ne fait plus les trajets tous les jours. Sauf qu'en fait, il faut avoir ça en tête quand on travaille sur la mobilité. Il n'y a qu'un quart des actifs français, vous voyez à gauche en gris, qui sont éligibles au télétravail. La majorité des actifs français, et c'est valable dans les autres pays, ne sont difficilement, voire pas du tout éligibles au télétravail parce qu'ils travaillent, ce sont des employés de terrain qui travaillent dans les transports, l'énergie, la propreté, l'hôtellerie-restauration, la santé, les vieillettes, la vieillesse, etc., dans les EHPAD. Donc, pour cela, évidemment, quand on reprend l'équation, on ne va pas pouvoir jouer sur la fréquence et sur le télétravail ou les tiers-lieux. Il va donc falloir jouer sur les deux autres leviers qui sont la distance et le mode de trajet. Aujourd'hui, on a beaucoup entendu parler d'innovation sur les modes de trajet ou alors les nouveaux carburants. Mais il ne faut pas sous-estimer le travail sur les distances, puisqu'on ne pourra adopter que certains modes, trottinette, vélo, etc., si on est à des distances faisables, cyclables, trottinables, marchables. Or, aujourd'hui, on le voit, ça n'est pas le cas. Je vais vous partager quelques data analyses qu'on a fait pour des clients. Au hasard, un client sur Paris 15e, vous voyez là la répartition des salariés, j'espère que vous arrivez à voir, je sais que l'écran est coupé en deux, mais je vous le dis, il y a 6 salariés à distance de marche, à moins d'1,5 km, 29 à distance cyclable, ce qui fait que seulement 20% des salariés pourraient passer au vélo. Là, un autre exemple en banlieue de Lyon, pareil, seulement 20% des salariés seraient à distance cyclable. Et là, contrairement à Paris, il y a déjà un peu moins, vu qu'on est en banlieue, moins de pistes cyclables. Donc sur les 20%, je peux vous dire que très peu avaient de la piste cyclable. Et maintenant, voyons un client en zone rurale. Là, c'est même moins, c'est que 16% des salariés qui sont à distance cyclable.
Et alors, pour vous dire, pas de piste cyclable pour eux, c'est inenvisageable pour l'instant. Donc, si je reviens à l'équation, nous avons clairement 10 ans pour réduire drastiquement les distances, puisque sinon nous aurons toujours un plafond de verre aux pratiques, au mode doux, et aussi, puisqu'on cherche à avoir de l'autonomie en véhicule électrique, forcément, il vaut mieux des véhicules plus légers avec peut-être moins d'autonomie, mais pour aller moins loin, parce qu'on a entendu aujourd'hui que certains carburants permettaient d'aller plus loin, mais est-ce qu'on doit vraiment aller toujours plus loin? Donc voilà, allons vers la démobilité aussi. Ne pensons pas qu'innovation sur les modes. Merci beaucoup, Laure. D'où l'importance des plans de mobilité et la loi climat. L'objectif de la LOM, rapidement, elle n'est pas assez ambitieuse. Il faudrait réduire 76% les émissions de CO2 en France avant 2030 et la LOM ne vise que 37% de réduction. Et voilà, chaque demi-degré compte, chaque année compte, nos projets comptent. Merci à tous. Merci Laure, bon courage pour ce super projet. On retrouve du coup Lila, sans qui rien n'aurait été possible aujourd'hui, n'est-ce pas, qui est mon binôme sur les sujets effectivement Sustainicities. Et on est très heureux de recevoir Razi Hamadi. Bonjour Razi. Bonjour voilà. Lila. Bonjour on débriefera Vincent. dans quelques minutes de cette belle journée et on fera aussi un point d'actualité. On va commencer, oui Vincent, donc, comme je disais, pour ceux qui nous suivent, je l'espère, depuis le début de la conférence, depuis notre ouverture ce matin, on va commencer du coup par un petit Q&A pour vous engager un peu, vous qui êtes encore fidèles. Donc voilà, on va vous laisser un peu de temps chez vous pour scanner ce QR code ou récupérer, accéder à ce lien qui va être posté par nos équipes dans le chat. Voilà, et ensuite on pourra passer du coup au petit sondage. Vous pouvez du coup, si vous suivez la conférence depuis votre ordinateur, sortir votre iPhone ou Android et avec votre appareil photo, il va automatiquement détecter le QR code et il va vous emmener sur le lien qui va vous permettre du coup de participer à la question un petit peu qu'on va vous poser dans quelques minutes. L'occasion d'avoir aussi un feedback de l'audience. C'est ça aussi sur nos forums. L'idée, c'est d'engager avec la communauté. On a eu l'occasion de le faire à déjeuner. Hein. Il y avait un certain nombre, on avait plus de 200 invités dans différents déjeuners virtuels que nous avons pu organiser. Il y a eu beaucoup d'échanges, donc c'était des moments particuliers. Là, l'idée, c'est plus de vous faire participer de manière directe. Je pense que vous avez réussi, pour ceux qui pouvaient, à scanner le code et à vous connecter sur le lien. Voilà, si jamais le lien reste disponible du coup dans le chat. C'est parti. Voilà, donc ce sera, on revient du coup déjà le thème du Q&A, c'est sur les 20 challenges de la mobilité durable qu'on a vu tout au long de la journée. Donc voilà, les voici ici définis. Et donc voilà, le sujet du sondage, c'était, nous les avons réunis en 12 catégories et ce sont vos votes qui définiront du coup lesquels vous semblent les plus pertinents, les 3 principaux défis de la mobilité en 2021. Donc voilà, on va vous laisser un peu de temps pour voter. Donc on commence tout de suite avec la micromobilité, les transports publics bien sûr. Transports publics, on voit effectivement la data et l'IoT, ça ne nous étonne pas. Effectivement, il y a eu beaucoup d'interactions toute la journée sur ces sujets. Il est évident que la mobilité douce est un sujet sur lequel on pourrait d'ailleurs passer toute la journée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que en fait, autour des différents sujets qu'on a abordés, on a parlé un peu des enjeux de ticketing, de paiement et d'infrastructure. C'est vrai que c'est une approche très technique, donc c'est normal qu'elle soit pas trop reprise. Sur les véhicules connectés, là aussi, on aurait pu en parler plus dans le rapport qu'on va sortir dans 10 jours. Du coup, vous aurez l'occasion de retrouver pas mal d'éléments sur le véhicule connecté plus que autonome. Mais on le voit, pour l'instant, micromobilité était un des sujets qui vous a le plus intéressé, qui correspond le plus à vos podiums. Tout à fait, suivi de près par la logistique urbaine, le smart traffic, les transports publics, des sujets qui ont été beaucoup repris aussi par les villes aujourd'hui, toutes les villes qui sont intervenues. Radzi, du coup, est-ce que vous voulez nous dire votre choix sur les 3 principaux défis selon vous? Moi, sans nul doute, je serai évidemment sur la micromobilité, mais avant la micromobilité, je voudrais pas influer le vote. L'enjeu de la logistique urbaine, parce que si on réfléchit, comme nous y invite d'ailleurs Laure Wagner en termes d'émissions, en Île-de-France, 50% des émissions, c'est la livraison de marchandises. Donc si 50% du problème, c'est la logistique, alors ça doit être au moins la moitié de nos priorités. Tout à fait.
Non, c'est sûr. Et alors, ce qui était intéressant, par exemple, avec le témoignage du maire de Reims ce matin, une ville qui a été bombardée Première Guerre mondiale, reconstruite avec des rues très étroites, qui rendent assez difficile le multimodal. Il y a déjà que des voitures qui passent avec des trottoirs assez étroits. On a après le témoignage de Nice qui dit, bah là, on a compris le message, on va faire des voies cyclables assez larges pour permettre de faire passer potentiellement des vélos cargo électriques, pour permettre de fournir sur le dernier kilomètre, mais qu'il ait le moins d'impact possible. Et puis Marseille, qui a un héritage assez lourd et qui doit reconstruire. Et évidemment, ça ne se fait pas en 6 mois. Et donc tout ça va prendre du temps. Et c'est ça qui était formidable, je crois, si vous me le permettez, dans votre journée. C'était, on a beaucoup parlé de triptyque, on a parlé le triptyque mobilité, innovation, durable. On a parlé aussi du triptyque sécurité, résilience, innovation. Mais s'il y a un triptyque que vous avez mis à l'œuvre aujourd'hui, je tiens du fond du cœur à vraiment vous dire bravo pour cette journée fabuleuse et tous ceux qui ont participé, c'est que on avait le pôle public, parapublic, avec l'OCDE, la Commission européenne, les collectivités, les grandes entreprises, les majors, et puis celles qui font aussi de la dentelle en lien avec les majors, les startups. Et pourquoi je dis bravo, pas simplement parce que le panel est beau à regarder et à entendre, je dis bravo parce que, vu la situation des cas particuliers auxquels nous sommes confrontés, faire danser ce triptyque-là entre la réglementation, la mise en œuvre et la puissance de frappe aussi permise par des grands groupes, c'est à ce prix-là et dans cette architecture-là de partenariat qu'on y parviendra. Très bien, merci pour ces mots. Voilà. Je pense que les derniers résultats sont arrivés, donc c'est bien la micromobilité qui l'emporte. Mobilité douce et micromobilité, voilà. Voilà, avec le transport public quand même. Et oui, voilà, logistique urbaine arrive ex aequo avec AI Data. Et véhicules propres, n'oublions pas. Merci à tous pour votre participation en tout cas. Oui, merci. Je crois que Radzi, vous vouliez nous parler, de nous faire un petit point d'actualité. Oui, parce aussi, que oui, très brièvement aussi en termes d'utilité et d'efficacité de la prise de parole, parce que je crois que l'essentiel a été dit aujourd'hui sur ces 20 challenges. On a eu vraiment des prises de parole de haut niveau, de l'expertise. On n'a pas blablaté autour de la mobilité aujourd'hui. C'est-à-dire que concrètement, précisément, le moindre tweet, d'ailleurs, je vous engage à retweeter, comme on le fait chez News Tank Cities. Vous pourrez retrouver aussi un certain nombre de dépêches traitées par nos équipes, qu'on mettra d'ailleurs en accès libre. Oui. Et d'abord, on voulait remercier News Tank Cities et puis vous dire que dans le cadre du replay qui sortira dans les prochains jours, on aura l'occasion de collaborer ensemble sur l'amplification et pour retrouver un certain nombre d'articles et de débriefs qui seront directement traités sur News Tank Cities. Avec plaisir, parce que lorsqu'on est passionné par ces thèmes-là, on est passionné par le thème, mais c'est un véritable engagement. On le voit aujourd'hui, par exemple, en Île-de-France, on le voit sur le Grand Paris, et c'est aussi un combat pour la connaissance de l'information. J'étais avec des startups un peu toute l'après-midi à l'étage ici, parce que le lieu a vécu dans le respect des mesures de confinement et de distanciation sociale, je tiens à le dire. On a beaucoup rappelé la loi de 2015, la loi L'Homme de 2019, et puis moi je voulais contribuer en avant-première, en étant dans l'anticipation de ce que pourrait être la loi sur la résilience climat, loi résilience climat, c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui a été votée déjà en commission. Donc ensuite, elle va aller en séance, elle va aller au Sénat. Mais déjà, il y a 3 sujets qui ressortent, qui doivent intéresser, à mon avis, vos participants et l'ensemble des professionnels. C'est clairement l'interdiction du véhicule personnel à partir de 123 grammes CO2 km dans les années qui viennent, dans les 2 ans, je crois, 3 ans. Deuxième élément, parce que vous avez parlé beaucoup de ZFE, il faut savoir que pour vos startups, elles sont une solution pour certains territoires qui, dans la loi, pourront déroger aux ZFE-M si elles arrivent à démontrer qu'elles ont mis en place des solutions permettant d'atteindre les mêmes objectifs. Et enfin, 3e sujet qui concerne directement des startups qui étaient là aujourd'hui, les plans de déplacement mobilité dont parlait Laure Wagner et qui sont obligatoires vont devoir obligatoirement intégrer, tel que le texte est aujourd'hui voté, des obligations de parking relais avec des solutions d'intermodalité vélo et électrique. Ça, c'est des milliards d'euros qui, du point de vue réglementaire, sont censés être enclenchés, où vos acteurs face aux élus, qui étaient nombreux aujourd'hui, doivent dire: il faut du parking relais, on a des solutions intelligentes pour éviter que ça soit juste un cube posé en centre-ville, moche et peu utile et pas très intelligent. On a les solutions et on souhaite les porter. Enfin, 4e axe aussi très fort présent dans le texte voté en commission. Pour une fois,
le législateur s'attaque fortement à la question du transport de marchandises. Donc le texte va évoluer, mais je pense que ça, il faut que vous le surveilliez de près. Vous pouvez le surveiller, y compris, on travaillera avec Vincent et toutes vos équipes pour vous tenir au courant, évidemment, là-dessus. Et puis, l'extension des mesures aux véhicules individuels, aux véhicules utilitaires légers, dans le cadre des ZFE. Et ça va changer beaucoup de choses dans le domaine de la logistique urbaine. Merci beaucoup Razi pour cet update. Il est évident que le cadre législatif va accélérer ces transitions et essayer de faire de cette relance une relance verte pour pouvoir de manière concrète accompagner les citoyens dans ces nouvelles mobilités. Oui, et maintenant, merci Razi du coup pour ce point. Vincent, je te laisse. Nous avons du coup récolté quelques verbatim sur la journée pour chaque intervenant. Tout à fait. L'idée, c'est de balayer un peu cette journée avec un intervenant par slide avec les propos et puis de commenter tous les trois un petit peu les faits saillants. Alors, on a eu la joie, effectivement, d'avoir le ministre Djebari en ouverture qui est intervenu sur la complémentarité des moyens de transport. Il est évident que le ministre et le gouvernement ont beaucoup de chantiers actuellement. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il pourra être figé dans la gestion du quotidien qui est très complexe et qui va peut-être se complexifier dans les prochaines heures. Mais il travaille quand même, bien sûr, sur l'accompagnement des villes et la sortie du confinement en intégrant ces différents modes de transport. On a eu du coup le président de la PFA qui avait une vision filière sur à la fois gérer la transition pour les constructeurs traditionnels et qui s'ouvre aussi à de nouveaux services et essayer de limiter l'emploi. On sait que l'automobile est un fort employeur en France, donc c'est intéressant de parler de nouveaux outils, de nouvelles mobilités, mais il faut aussi penser à l'emploi. Là, on a eu effectivement un échange passionnant avec David en charge de la transition numérique pour la ville de La Rochelle sur l'utilisation des données personnelles pour accompagner les comportements, mieux les comprendre et les analyser. Je ne sais pas, Razi, si tu as sur ces sujets de données et d'analyse des données quelques éléments pour compléter l'intervention de David. Oui, alors on a une mobilisation des pouvoirs publics, notamment avec DataGouv, qui est aujourd'hui un vrai sujet. Là où les collectivités et les startups ont une véritable plus-value à apporter, c'est sur les formats de traitement. Parce que je ne sais pas si vous vous ennuyez le dimanche et vous allez sur le portail de Open DataGouv pour voir à quoi ça ressemble. Un jeu de données. Voilà. Mais souvent, le jeu de données est difficilement traitable. Donc, l'exploitation de ces données est hyper importante. Et puis, vous avez un habitué d'ailleurs de vos événements qui est Hakim Oural, qui aujourd'hui a pris des responsabilités dans ces secteurs, dont la porte est toujours ouverte. Je vais pas donner son numéro de portable ici en ligne, mais on a encore du boulot à faire, même si en termes de mise à disposition des données, on a beaucoup avancé. Et ensuite, c'est évidemment l'utilisation de ces données dans le cadre du MaaS et paradoxalement, si je dois vous dire quelque chose par rapport aux exemples qui ont été pris, notamment par Dassault Systèmes, la représentante qui était ici, qui a dit des choses très pertinentes, notamment sur les jumeaux numériques, elle prenait l'exemple de Singapour et de Londres. Je tiens à dire qu'une data ne sert à rien si elle n'est pas utilisée. Et elle ne peut être utilisée que si on a aussi une organisation institutionnelle suffisamment forte pour les porter. Eh bien, je pense que la révolution des data au service du MaaS, elle passera bien avant l'Île-de-France et Paris, sans vouloir vexer personne, par les petites villes et les villes moyennes, notamment avec la démocratisation des outils d'exploitation, comme nous le disait d'ailleurs, et nous y invite Aziza Armouche de l'OCDE. Les enjeux des villes médianes. Absolument. On a eu après la joie d'avoir le vice-président délégué de la mobilité et des transports de Rennes. Et là, c'était intéressant parce que le plan vélo est vraiment l'action majeure de la ville et la co-construction avec des comités citoyens d'accompagnement sur les mobilités. Alors sur Rennes, évidemment, le traitement par les journalistes News Tank City est aussi disponible. On le mettra à votre disposition, évidemment, en accès libre. Mais par rapport à ce que disait Monsieur le Ministre, la complémentarité, elle est totale. Parce que Mathieu Terrier, il peut venir dire voilà ce qu'on fait sur le vélo, etc. Et en même temps, plusieurs mois avant, être l'une des commandes les plus importantes de France en bus électriques depuis des années. Bien sûr. Donc il y a vraiment un accompagnement. Alors après, on a eu la joie effectivement d'avoir Aziza Akmouche qu'on remercie pour son intervention et pour le partenariat annuel qu'on a avec l'OCDE sur le triptyque effectivement entre le numérique, la mobilité urbaine et durable, et puis aussi les sujets d'inclusion avec un focus sur les 2 prochaines années pour l'OCDE qui sont le sujet des villes de taille moyenne, ce qu'on appelle un peu les villes médianes, et qui sont dans ces périodes-là
extrêmement agile, extrêmement dynamique. C'était un peu le retour de la journée. Alors on a eu après l'intervention de Sylvain Aon en direct de Bruxelles, qui est analyste auprès de l'Union internationale des transports publics, qui a pu nous montrer malheureusement dans des capitales mondiales, prenons Buenos Aires, les gens ne retournent pas du coup, ne réutilise pas le métro, le transport public, et donc malheureusement un retour qu'il a pu observer de l'autosolisme et de la voiture. Donc il va falloir vraiment accompagner dans beaucoup de villes un retour à la normale, même si d'autres justement ont été extrêmement réactifs et la population a repris le transport public. On avait la joie du coup de recevoir Anne Pruvot, nouvelle présidente de e-Voyageurs SNCF, qui travaille énormément sur les sujets de simplification de l'accès aux plateformes en ligne de mobilité pour les réservations et autres, et qui a annoncé, du coup c'était un peu une nouvelle, on est heureux de l'avoir eu chez nous, le fait que le Pass Navigo allait arriver sur iOS, iPhone dans quelques jours, dans quelques heures, je ne sais pas. En tout cas, on était heureux d'avoir cette update directement chez nous. Et puis on est parti à Rome. Avec Enrico Stefano, qui est maire adjoint en charge du comité de la mobilité. Et là, en fait, c'était intéressant de voir l'association des différents thèmes et des différentes problématiques qu'il gère, avec une vieille ville, comme on peut évidemment imaginer Rome, un peu comme Paris, et cette difficulté et cette obligation de faire un peu de rétrofit pour un peu la connecter aux enjeux. Alors, Razi, sur ce point, donc le président de Stuart qui intervenait, donc je te laisse commenter cette partie-là. Il nous a, c'était en fin de matinée, je crois, avec une intervention forte, notamment avec l'annonce du partenariat avec La Poste, et notamment cette dernière brique essentielle dans la logistique urbaine, qui est évidemment le dernier kilomètre. Alors, le dernier kilomètre, on en parle, on l'imagine, mais on le voit rarement. C'est-à-dire, pour l'instant, lorsqu'on commande sur les grandes plateformes, la camionnette, elle arrive toujours directement de la surface et de la plateforme logistique. Et ce que développe Stuart, je trouve que là, il y a une vraie réflexion qui répond aussi à l'échelle institutionnelle, c'est dire, il y a la grande plateforme, elle existe, elle est en périurbain, elle est en rural. On a ensuite le LI, l'espace de logistique intermédiaire, deuxième couronne, qui lui, première couronne, est capable de faire du regroupement-dégroupement, et nous, on arrive à la fin et on a un équilibre économique de l'opération. Je crois qu'ils prennent la chose par le bon bout, et là, on a aussi la masse critique avec le groupe La Poste aussi derrière, qui, je crois, va peut-être nous permettre de débloquer un certain nombre de situations au regard des typologies de villes. Un exemple réussi de relation entre start-up et grands groupes, avec ce rapprochement dans les deux entités. Après, on a eu l'occasion de faire intervenir du coup le directeur général France de Via. On sait, l'analyse de la data, l'AI est au cœur justement de l'optimisation des transports. Tout ça a évidemment un impact sur l'environnement. Donc c'est une offre assez élargie. Ils ont fait beaucoup d'acquisitions aussi récemment. Et la satisfaction client est pour eux au cœur des sujets. Et puis on a eu le président de l'Essonne. Et donc ça, on était très heureux de le recevoir dans un contexte évidemment compliqué, comme tout le monde le connaît, pour avoir son témoignage de la manière dont il accompagne la diversification des mobilités sur un département qui est à la fois rural et urbain, avec une forte diversité urbaine, pour essayer de faire le plus d'inclusion possible. Et puis on a eu Adrien, donc Adrien Lelièvre est un journaliste très connu des Échos, qui intervenait sur 4 grandes tendances qu'il a pu observer. Et la première des tendances qu'il a observées, c'est l'explosion des appels d'offres pour les opérateurs de mobilité. Donc avec ce sentiment en fait qu'on a quitté la jungle et le Far West qu'on a tous connu il y a quelques années à Paris, qu'aujourd'hui les villes ont beaucoup moins peur d'intégrer ces nouvelles mobilités. Voilà, et puis on a eu le maire de Reims. Et le maire de Reims, la mise en place de la ZFE avec la mise en place de nouvelles lignes de bus à haute fréquence était aussi un des points importants. Duct avec son offre justement pour encourager, vous savez, la recharge des trottinettes et puis la capacité à avoir des cadenas en ville. On sait que le vol est la première cause de frein au développement du coup des mobilités. Et puis on a eu Blue System, son président, sur la capacité aussi à accompagner les villes dans le pilotage et la gestion des mobilités pour avoir une vue un peu centralisée. Et puis on a eu Daniel Guiraud. Daniel Guiraud est intervenu, vas-y, je t'en prie. Oui, il est intervenu en effet sur la ZFE. Il a rappelé aussi l'intégration dans cette ZFE M métropolitaine, l'intégration du véhicule utilitaire léger, ce qui n'était pas forcément le cas dans les précédents projets de ZFE. Et puis, il a souligné, je crois, 2 choses qui sont importantes. C'est vrai que nous, on est là-dedans,
on voudrait que tout change assez rapidement, mais il a quand même rappelé deux choses importantes en termes de concertation et d'accompagnement. En concertation, c'est l'ensemble des collectivités qui enfin sont mobilisées. Si je vous montre la carte de la ZFE il y a 2 ans, on est dans une situation où vous pouviez habiter Montreuil, utiliser une poubelle thermique pour aller jusqu'à Porte de Bagnolet, puis ensuite reprendre votre, si vous en aviez une, Tesla, et ensuite reprendre la poubelle. Ça n'avait pas de sens. Là, ils ont réussi ça, donc bravo. Et puis les mesures d'accompagnement, et notamment le rappel de la liste des subventions et d'aides pour les mutations des transports et notamment pour les livreurs, ce qui est un élément essentiel de cette ZFE métropolitaine de Grand Paris. Comme tu l'évoquais, le taux associé de pollution lié aux livraisons. Donc après, on a eu Kizio et Keolis qui sont intervenus sur le cas à Rennes, qui était assez intéressant de voir comment données et mobilité combinent pour améliorer l'expérience de l'usager. Et puis après, on était avec Romain Cardelli de Nice pour avoir un peu quelques insights sur le plan de mobilité qu'ils sont en train de mettre en place et cet objectif de neutralité carbone avec à la fois une infrastructure qui est en train de fortement évoluer et des initiatives en termes de services et de mobilité. On a eu après Ahmed Genaoui sur les différentes énergies, les énergies propres, les sujets à l'hydrogène, GPL, pour accompagner du coup les différentes mobilités, même si on sait que c'est un horizon 2050, ça prend beaucoup de temps, il va falloir accompagner. Donc ce témoignage en tant qu'expert était particulièrement intéressant. La mobilité collaborateur, évidemment, est un des sujets pour encourager l'optimisation des déplacements domicile-travail. C'était l'intervention de Mathieu de Skipper. Et puis pour clôturer la matinée, on a eu Jennifer Dunks de InnoEnergy, cette capacité à accompagner les startups. Et on remercie d'ailleurs InnoEnergy pour sa participation. En début d'après-midi, on a eu du coup Nicolas Joyeux de Caen, maire adjoint de Caen, sur en gros la capacité à engager avec les citoyens pour travailler sur le vélo et les attentes autour des nouvelles mobilités. On a eu Seabubble en termes de bateaux hydrogène pour proposer une nouvelle offre de mobilité dans quelques temps. Et puis, on a eu Citeos sur l'offre un peu Smart City, cette idée d'utiliser la donnée pour améliorer l'infrastructure urbaine. C'était le point qui était évoqué. Et puis, on a eu le Grand Nancy avec Patrick, donc conseiller délégué, qui est intervenu sur les spécificités de son territoire et la nécessité de faire évoluer aussi. Ils étaient partis sur un tram et ils évoluent maintenant sur des bus à haute fréquence électrique. Donc, on le voit, il faut aussi de l'agilité, il faut aussi rentrer dans le contexte économique qui est le nôtre aujourd'hui. Urban Loop, une start-up intéressante qui propose du coup un tram à très faible consommation énergétique. Et puis David Schwartz, le président de Via ID, donc qui accompagne un grand nombre de start-up qui finance, mais qui a aussi toute une offre de services et qui va maintenant se déployer au niveau européen. Et puis Marseille, tu peux en parler, tu connais bien la ville aussi. Je trouve l'initiative qui a été lancée ingénieuse et adapté. C'est vrai que lorsqu'on est à Paris et qu'on entend Marseille va lancer les dimanches sans voiture, on se dit oh là là, mais ils ont combien d'années de retard. Mais c'est quand on connaît Marseille, moi je suis un fan de Marseille et vive l'Olympique de Marseille, mais malgré le 3-0 de la semaine dernière. En tout état de cause, il y a aussi une approche d'accompagnement culturel, c'est-à-dire le vélo à Marseille aujourd'hui c'est pas simple. Donc faire goûter à l'espace public sans voiture, on est souvent beaucoup plus convaincu par ce que l'on vit que par ce qu'on nous donne à voir et qui n'existe pas. Donc c'est les premières étapes et ensuite il va falloir y aller vite et fort parce que les niveaux de pollution, notamment liés au stationnement maritime, sont immenses et je crois en tout cas s'il y a un travail qui arrive à se mettre en place, notamment avec les métropoles, parce qu'il y a une ZFE qui avait été discutée, qui est en cours en ce moment même. Je sais que la métropole Marseille Innovation organise toute une tournée autour justement des transitions. Je pense que tout y est pour réussir et puis Marseille le mérite. Absolument. Merci. On a eu le témoignage rapide d'Étienne Chauffour qui présentait les enjeux de la métropole, de France urbaine et du coup de toutes les métropoles françaises qui sont membres du coup de ce collectif de grandes villes. La nécessité d'accompagner ces transitions. Et puis Géotab, qui est un fournisseur de télématiques et qui permet, en analysant la donnée, d'optimiser les flottes de véhicules d'entreprise ou de collectivités et d'optimiser du coup l'investissement. C'était particulièrement intéressant. Et puis on a eu Mobileye et Ajaccio
avec cette capacité de mettre sur les camions poubelles, les bus scolaires, des micro-caméras qui permettent de détecter la qualité des routes et potentiellement d'identifier des moyens d'optimiser ces routes et de prédire des risques qui pourraient y arriver. Puis on a eu un témoignage rapide de l'UGAP, l'UGAP qui est un moyen effectivement de vous équiper rapidement au niveau des collectivités en termes de solutions et de services. Et puis le maire adjoint de Bruxelles qui est intervenu sur toutes les initiatives. Tout le monde connaît évidemment l'initiative lancée il y a quelques mois autour des 30 km/h en cœur de ville. Mais je vous invite dans 7 jours à retrouver l'intégralité de l'intervention. Vas-y. Ouais, moi vraiment j'incite tout le monde à aller revoir le replay parce que l'ensemble des innovations, des tests qu'ils ont mis en place sur les piétons, sur la sécurisation. C'est vraiment, il y avait des choses nouvelles et qui méritent d'être importées. Même si, bon, c'est la Belgique, donc on est... Bien sûr. Voilà, on a eu Dassault Systèmes sur la nécessité de mettre en place et de stimuler des systèmes de mobilité complexes et avec l'importance du jumeau numérique, de l'analyse de la donnée. Et c'était quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans quelques jours. Et puis Lila, on a eu l'intervention du maire adjoint de Strasbourg. Oui, voilà, j'ai eu la chance, je vais vous laisser la parole, Radzi. J'ai eu la chance du coup d'interroger Alain Youn du coup sur ces enjeux. Il nous a bien sûr parlé de l'énorme budget qui a été mis en place par l'Eurométropole de 330 millions d'euros pour les trams, pour les vélos, pour la mobilité de manière générale. Et il nous a parlé de ces 3 défis qui ont été révélés par la pandémie. Celui de la qualité de l'air, le défi climatique qui passe par la politique de mobilité et le défi de la mobilité pour tous. Et c'est justement, il a tenu à revenir sur ce dernier point en parlant de plus d'accessibilité pour les transports, en nous parlant de la gratuité des transports notamment, et a conclu en disant qu'il fallait remettre le social dans leur feuille de route. Alors avant même en même temps que le social, j'ai trouvé Alain Youn qu'on connaît bien, son prédécesseur aussi Jean-Baptiste Gernet qui est aujourd'hui à l'Académie du vélo, mais en tout cas une équipe qui est cohérente en tout cas sur cette volonté d'aller loin sur la question des transports et de la transition véritablement environnementale sur la question de transport. Mais je trouve que il a dans son intervention aussi établi une illustration du fil conducteur de la journée, c'est-à-dire la complémentarité des modes de transport, l'analyse des infrastructures, la coopération et la collaboration avec les discussions qu'ils avaient avec la métropole et les villes limitrophes. Et puis quelque chose aussi d'important, il a dit, nous on a constaté qu'on avait une chance, mais que cette chance, elle était sous-exploitée. Et des chances qui sont sous-exploitées, il y en a dans tous les territoires de France. Il a parlé des gares, et il a dit, nous avons 12 gares. Ces 12 gares sont sous-exploitées. On va les investir et on va en faire des pôles intermodaux, multimodaux, qui vont répondre aux problématiques qu'on peut avoir autour de chacune des gares. Ici, logistique urbaine, la mode doux, la recharge. Donc ça, c'est vraiment aussi comme ça, je crois qu'il faut essayer de voir les choses. Alors on avait évidemment le CEREMA qu'on remercie pour sa contribution avec l'intervention de Marion, qui est un acteur incontournable pour l'accompagnement justement sur ces innovations locales. Et puis Lorient, on a l'occasion d'en reparler effectivement, parce que en fait, alors moi à titre personnel, j'étais il y a une semaine à une conférence en direct de Rotterdam sur cette ville Rotterdam qui veut devenir la ville hydrogène du nord de l'Europe. Et Lorient s'oriente dans cette direction avec la mise en place d'éoliennes en pleine mer, qui pourrait du coup fournir une énergie qui permettrait de transformer cette énergie derrière et la faire évoluer en H2, donc en hydrogène vert, et ainsi de suite, alimenter les bus de la ville. Donc il y a toute une dynamique autour des nouvelles énergies, de la mobilité à Lorient qui est en train de se mettre en place, et c'était particulièrement intéressant. Nous avons ouvert après une session internationale avec Sophie Meuserol, du coup, qui est maire adjoint de Montréal. C'était particulièrement intéressant de voir, en plus on parlait français, de voir de l'autre côté de l'Atlantique comment ça se passe à Montréal, et toutes les initiatives qui au final sont extrêmement cohérentes. Une culture très américaine de la voiture et comment lutter justement contre cet héritage et développer un vrai modèle périn de ville avec du coup, comme ils avaient beaucoup d'autoroutes urbaines, ils ont pu récupérer des voies assez facilement pour les transformer en pistes cyclables protégées. On avait Ono effectivement sur la capacité à travailler sur les différents niveaux d'infrastructure et puis essayer d'inclure plus de mobilité douce. On a eu Attaway qui est un fournisseur justement de batteries hydrogène et qui va à mon avis dans les prochaines semaines et prochains mois va avoir beaucoup de demandes suite à ce que j'évoquais sur l'évolution des villes. Et on a eu Matthew Baldwin donc en direct de Bruxelles qui a eu l'occasion de partager la vision et les enjeux pour la Commission européenne en termes de transition durable pour la mobilité et le transport. Et nous avons attaqué derrière avec Barcelone, la Catalogne, avec un enjeu très fort pour accompagner toutes les
différentes mobilités. Je vous encourage vivement à voir le replay. Il a eu l'occasion vraiment de présenter toute la stratégie de Catalogne. Et après, nous étions avec Julia, la conseillère du maire de Los Angeles, là aussi sur l'accompagnement des mobilités pour une ville un peu région comme Los Angeles. Et nous avons fini à cette journée avec Cupan Electric qui propose du coup des véhicules à 2 roues électriques et aussi tout un système de batterie extrêmement ingénieux et performant qui peut permettre de vraiment accompagner justement cette mobilité du dernier kilomètre. Et nous avions Scopic aussi sur ce sujet pour accompagner là encore cette mobilité du dernier kilomètre. Voilà, et puis on a conclu avec Lisbonne, qui fonctionne sous forme de layer, donc qui est une ville aussi qui est très très innovante en termes d'accompagnement avec des équipes sur chacun des gros sujets de la mobilité. Une ville qui est pas facile d'un point de vue topographique, avec différents niveaux de hauteur de ville, comme Nice ou d'autres. Et vous retrouverez aussi l'intervention de Pedro dans le cadre du replay. Voilà ce qui nous a occupés aujourd'hui. Qui nous ramène là où nous sommes. Un petit mot de conclusion, Razi ? Écoutez, pour ceux qui n'ont pas eu la chance, jetez-vous sur les replays. Les idées de contact, de connexion, de network sont immenses. Les insights qui ont été posés en amont sont résolus. En tout cas, on a des exemples, parce que souvent on nous dit, on a plein de questions avant les journées comme celle-ci, et à la fin on se dit, on n'a pas commencé à répondre au début du premier terme. Là, c'est pas le cas, avec des différences de situations qui sont. Et puis on finit la journée plus intelligent et en tout cas plus confiant. Et dans cette période, être plus confiant, c'est aussi être un peu plus optimiste. Et je pense qu'on en a besoin. Et il y a des défis qu'on considère comme insurmontables. Et quand on voit l'énergie qui s'est illustrée par les propos, les démonstrations faites aujourd'hui, je le redis, ce champ harmonieux dans l'argumentaire et dans le combat pour la transition des mobilités porté par les startups, les collectivités, les organisations d'État, para-étatiques et les grandes firmes, fabuleux. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et du coup, on vous retrouvera prochainement. On a notre enquête sur la maturité durable qui est toujours en ligne. N'hésitez pas à y participer avec le soutien de l'OCDE, du C3D et du ministère de l'économie. On aura effectivement, en termes d'agenda, un rendez-vous le 6 mai autour du Sustainable Leadership, un sujet autour des énergies. Et puis, on se retrouvera le 14 septembre pour la 3e édition du Cities Summit. Voilà, ce sont un peu les différents agendas que nous avons été heureux de partager avec vous. Et on aimerait évidemment remercier toute l'équipe du Hub Institut qu'on peut applaudir et qui a réalisé cette belle journée. Vous étiez plus de 1500. Voilà. Merci à tous, merci pour votre fidélité et à très bientôt.